Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Maude, bonjour à tous chers auditeurs. Et pour ce grand entretien politique, notre invitée est députée européenne du Parti Reconquête, membre du groupe Europe des Nations Souveraines. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Bienvenue sur Ligne droite, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de quelques sujets qui remuent l'actualité. D'abord l'arrestation de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien. Il a été placé hier sous mandat de dépôt par le parquet antiterroriste algérien et risque aujourd'hui la prison à perpétuité. Alors Sarah Knafo, de quoi est-il le symbole pour vous et pourquoi c'était important de porter sa voix ? On écoute Boualem Sansal depuis longtemps, pour certains on le lit depuis des années. Et on remarquait que ces grands sujets de prédilection étaient en réalité des sujets qui devraient concerner toute l'Europe. Il a passé des années à dire qu'il nous alertait parce que lui avait connu dans son pays, l'Algérie, les maux que nous allions connaître si nous continuions de laisser le continent s'islamiser comme on le fait aujourd'hui. Et au-delà de parler d'islamisation du continent européen, il a été beaucoup critique du régime algérien, une forme de radicalisation du régime depuis quelques années. Et pour ça, il a été arrêté. Vous avez vu les motifs de son arrestation. Oui. Enfin, on s'aperçoit vraiment qu'il y a une forme de tyrannisation des esprits libres dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement parce qu'on a besoin de sa voix, vous savez qu'en Europe, on a tendance à ne pas croire à ce qui va nous arriver. Nous, on l'a beaucoup vécu pendant la campagne d'Éric Zemmour en 2022, où les gens nous disaient « mais vous exagérez, quand vous nous dites que l'Europe pourrait devenir islamisée dans quelques années, c'est de l'exagération ». Vous vous rappelez, quand on disait que le grand remplacement, c'était une théorie complotiste, etc. Donc voilà, quand il y a un esprit qui vient nous dire moi, ce qu'Éric Zemmour raconte, sans le dire comme ça bien sûr, mais ce que certaines voix peuvent porter en France, je l'ai vécu dans mon pays. Je sais ce que c'est un pays qui se réislamise, je sais comme ça peut avoir des tendances totalitaires. Ça, c'est une voix qu'on a besoin d'entendre quand on n'arrive pas à s'apercevoir nous-mêmes, soit par manque d'imagination, soit par manque de vision historique, quand on n'arrive pas à s'apercevoir nous-mêmes de ce qui peut nous attendre. Donc cette voix, on en a besoin. Et aujourd'hui, et je réponds à votre question, et aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui a besoin de nous parce que le régime algérien ne le libérera pas s'il n'y a pas une très forte pression pour qu'il le fasse. Et c'est la raison pour laquelle... je vous laisse parler. Non, je vous en prie. C'est la raison pour laquelle, j'imagine que vous allez le dire, vous êtes engagé donc personnellement sur le dossier, évidemment, pour réclamer sa libération. Et c'est donc grâce à vous qu'un débat aura lieu. C'est aujourd'hui au Parlement européen, c'est ça ? Oui, alors c'est pas que grâce à moi, on a été nombreux et sincèrement, je suis très contente de voir que d'autres députés, d'autres groupes ont été tout aussi volontaires pour que ce débat soit là. Moi, j'avais peur, je vous avoue, de voir l'extrême gauche, comme d'habitude, voter contre, et ça n'a pas été le cas. Ça a été voté à l'unanimité des Français qui étaient présents, et ça, je crois que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça va être un élément de plus pour mettre la pression à l'Algérie. Donc voilà, on a été nombreux à porter cette volonté. Il y aura un débat qui sera ce soir au Parlement européen sur la libération de Boualem Sansal. Moi, je prendrai la parole pour le défendre. Et si vous écoutez mon discours tout à l'heure, vous verrez que c'est aussi dans un esprit d'unanimité. On doit être unanime pour des sujets comme ça. Voilà, il y a quelques sujets. Je vais vous faire une transition, vous allez voir. Il y a quelques sujets qui méritent que tous les bords politiques se rejoignent pour l'intérêt national. Alors là, à mon avis, c'est un intellectuel à ce point engagé, ça mérite que tout le monde soit d'accord. Et le deuxième sujet, évidemment, je vous ai entendu tout à l'heure, c'est l'agriculture. C'est un des autres sujets sur lesquels on peut quand même faire primer l'intérêt national avant toute autre considération, et c'est ce qui s'est passé hier sur ce fameux blocage des agriculteurs dans le Parlement. Exactement, on voit qu'il y a un consensus en tout cas sur ces deux dossiers, c'est très intéressant. Alors pour dire un dernier mot quand même de Boualem Sansal, concrètement d'abord au Parlement européen, à quoi est-ce que ça peut aboutir ? Et puis qu'est-ce que vous attendez aussi du côté français d'Emmanuel Macron ? Alors, du côté français, je vous avoue que je suis très déçue parce que, à part lire dans quelques journaux qu'Emmanuel Macron est préoccupé par la situation, moi, je vois pas beaucoup de prise de position officielle.
Et c'est la raison pour laquelle on a besoin que des institutions aient le courage, que des hommes politiques, des femmes politiques aient le courage de demander officiellement sa libération. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu beaucoup d'États mobilisés. Ce qui fait que ce serait un signal fort qui mettrait vraiment la pression, que le Parlement européen, de manière unanime, c'est-à-dire avec des représentants de tous les partis politiques d'Europe, vote pour exiger sa libération. Je pense qu'un État comme l'Algérie regarde vraiment ce qui se passe sur le continent européen, l'image qu'ils peuvent avoir auprès des dirigeants européens. Et donc, c'est le genre de vote, le genre de message envoyé qui peut faire pencher la balance, où ils peuvent se dire on va quand même s'isoler du reste du continent européen et sans remettre une pièce dans la machine, vous savez à quel point ils ont besoin de nous, à quel point on les aide, à hauteur de millions d'euros chaque année. Donc, non seulement la France, mais aussi l'Union européenne. Donc, à mon avis, ça peut être un élément qui fera pencher la balance. Après, voilà, vous savez que c'est quand même un sujet urgent. Boualem Sansal, il a 75 ans quand même. Là, on voit qu'il est enfermé, on ne sait pas jusque quand. Vous avez peut-être vu hier que parmi les motifs, on l'accusait de terrorisme. Oui. Donc, ça peut aller très loin quand on commence Enfin, soyons sérieux, c'est un intellectuel qui a reçu le prix de l'Académie française. Il est accusé de terrorisme par un régime tyrannique. Donc, on sent que ça peut aller très loin. Peut-être qu'on le reverra jamais, peut-être qu'on l'entendra plus, peut-être qu'on le lira plus jamais. Et voilà, c'est pas pour dramatiser, mais je vous dis, une voix comme la sienne, on en a besoin parce que malheureusement en Europe, trop peu sont capables de penser ce qui va nous arriver, d'imaginer les conséquences pour nos vies, pour nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire être un pays islamisé ? Et on est bien peu nombreux à savoir entrevoir ce qui peut arriver. Éric Zemmour, moi-même, on a vécu pendant 1000 ans dans un pays musulman, nos familles, nos ancêtres. Donc, on sait ce que c'est, on sait pourquoi ils ont dû quitter ces pays. Boualem Sansal le sait aussi, par définition. Kamel Daoud aussi, par exemple. Mais d'autres voix, Sonia Mabrouk, etc. Et c'est quand même dommage pour l'Europe qu'on ait besoin d'avoir ces voix venues de l'extérieur pour alerter. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si personne ne fait rien, chacun doit faire à sa mesure, parce que le risque est réel de ne plus jamais l'entendre, de ne plus jamais le lire et d'avoir une voix qui manque à ce combat nécessaire. Et comme eux, justement, pour avoir d'une certaine manière levé le voile sur notamment les aides, vous en parliez à l'instant, toutes ces aides au développement, vous aviez cité à ce sujet-là 800 millions d'euros de la part de la France versés à l'Algérie. Pour avoir dit ça publiquement, vous vous êtes retrouvés, enfin vous en avez fait les frais en tout cas vous aussi de l'Algérie, on s'en souvient, hein. Ils ont déposé une plainte contre vous, c'était il y a 2 mois et ils vous accusent de diffusion de fake news. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que les relations peuvent s'apaiser avec l'Algérie? On sait que les Algériens représentent la première communauté étrangère en France. L'heure doit être à la rupture, ou est-ce qu'un apaisement est encore possible avec eux? Un apaisement ne sera possible qu'après une rupture. C'est parfois comme ça, vous savez, dans la vie, dans les couples, les relations peuvent s'apaiser qu'une fois que les choses sont dites, que les choses sont dites en face. Je reviens sur le début de votre question. J'ai dit en effet, c'était un débat sur les finances publiques, c'était sur RMC, et on parlait des coupes budgétaires nécessaires. Et vous savez qu'en ce moment, le grand débat qui occupe la France, c'est de savoir si on doit faire travailler les Français davantage, si on doit retirer les jours fériés, si on doit supprimer le 11 novembre, si on doit supprimer Noël. Et donc à cette occasion, je dis, mais il y a tellement d'autres endroits où couper, il y a tellement de gaspillage avant de demander aux Français des sacrifices. Pourquoi l'État ne fait aucun effort? Et à cette occasion, je dis, est-ce que vous saviez par exemple qu'en 2020, on donnait 120 millions d'euros à la Chine? Est-ce que vous savez qu'on a donné, donc sur les 5 dernières années, 800 millions d'euros à l'Algérie? Je dis cette phrase et une polémique démarre à tel point que le gouvernement algérien annonce qu'il va porter plainte contre moi. Je me dis, c'est quand même sidérant que pour un chiffre public, n'importe qui peut aller tout de suite sur l'Agence française de développement, il verra qu'en effet, de 2017 à 2022, on a donné d'ailleurs non pas 800 millions d'euros à l'Algérie, mais 842 millions d'euros à l'Algérie. Donc j'étais gentille, je n'ai pas été... j'ai le montant total. 842 millions d'euros à l'Algérie, et je me dis, mais pourquoi ce pays porte plainte alors que c'est vrai? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient semer le doute, notamment auprès de leurs propres ressortissants, parce qu'ils ont honte de cette aide. Ils ont honte d'avoir besoin de nous parce qu'il y a des névroses du passé qui ne se sont jamais refermées du côté algérien. D'ailleurs, en France, on est passé à autre chose. Alors, il y a certaines personnes qui pensent encore à la guerre d'Algérie, etc., mais c'est marginal. En France, on est passé à autre chose. Eux ne sont jamais passés à autre chose.
le gouvernement algérien, parce il y a certains Algériens évidemment qui aimeraient en finir avec ça et qui veulent aller de l'avant, développer leur pays, etc. Mais le gouvernement, les élites algériennes, bah, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années quand ils ont remis dans leur hymne le couplet Mmh. anti-français. Bien sûr. C'est quand même France, le temps viendra bientôt où tu devras rendre des comptes. Vous imaginez? Mmh. Et ils engrènent comme ça leur diaspora, qui en effet chez nous est très importante. Ils engrènent leur diaspora dans la haine de la France. Et je l'ai vu quand, à cette occasion de ce dépôt de plainte contre moi, quand je me faisais insulter par des Algériens, mais c'était des Franco-Algériens. Ah Et oui. c'est encore plus inquiétant. Des menaces de mort, des insultes, etc. Et c'était pas des Algériens qui vivaient à Alger. Non, c'était des Algériens qui vivaient pas loin de chez mes parents, en Seine-Saint-Denis, qui vivaient dans le 94, etc. On voyait leur profil, hein, on voyait que c'était et surtout et des jeunes en plus. Donc voilà, ils engrènent leur diaspora dans cette rancœur, dans cette rancune. Et ce que je vous disais au départ, il faut une rupture nette. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir être capable de parler à l'Algérie, non plus comme à des enfants auprès de qui on veut s'excuser en permanence, mais comme à des adultes et de leur dire, voilà, le passé est le passé. On vous a fait du mal, vous nous avez fait beaucoup de mal. Vous avez tué des civils, on n'a pas besoin de revenir sur tout ce qui s'est passé dans ces années-là, mais la guerre d'Algérie, sincèrement, ce serait mentir que de dire que la France est la seule coupable au regard de ce qu'ils ont fait. Moi, quand je vois jusqu'à aujourd'hui des Darmanin et des Macron qui vont commémorer les martyrs du FLN, sincèrement, c'est pas possible de voir des choses pareilles. Mmh. Non seulement c'est indigne par rapport aux morts français, vraiment indigne, indécent par rapport à leur famille, etc., et par rapport même au sentiment national, tout simplement, mais en plus, c'est contre-productif. On continue de leur dire, vous avez raison, on est coupable. Mais donc, au lieu de nous pardonner, ils continuent de se dire, puisque la France est coupable, il faut la faire payer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien Si vous sûr. ne cessez de vous excuser, bah ça va, il y a des gens bien qui vont se dire excuse pardonnée, bon, faut être chrétien, excuse acceptée et c'est fini. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, bah, puisqu'il admet sa culpabilité, on va lui faire payer pendant encore des années. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut fermer ce dossier. C'est ce que je disais dans une interview chez Causeur. Il faut divorcer pour de bon. Mmh. Voilà, on s'est séparés en 1962 et malheureusement pour nous, on a eu la garde des enfants, ça vous le savez, avec les accords préférentiels qui concernent l'immigration algérienne. On continue de payer la pension alimentaire alors qu'on a les enfants, en leur versant chaque année, je vous l'ai dit, des centaines de milliers d'euros qui atteignent des millions d'euros sur plusieurs années. Ça n'est plus possible. Alors, on n'a plus les moyens, on n'a plus l'envie, on ne leur doit plus rien. On leur a laissé des richesses chez eux. On n'a pas cessé de les dédommager depuis des décennies. Maintenant, ça suffit. Voilà, il faut leur dire ça suffit. Et eux, c'est ce qu'ils nous disent, et c'est le message qu'ils nous envoient, parce que vous savez, on a parlé de Boualem Sansal, vous savez qu'il est la nationalité française. Bien sûr. Ils savent que chez nous, c'est un personnage important, médiatique, écouté, respecté. Ils savent qu'il a reçu des prix littéraires, qu'on le respecte, et enfin, c'est un écrivain chez Gallimard. Mmh. Donc, quand ils l'enferment, évidemment qu'ils ont en tête de faire un affront à la France. C'est ça, Et une il faudrait être humiliation. naïf, exactement. Il faudrait être naïf pour ne pas le voir. Donc au bout d'un moment, il faut traiter l'Algérie comme elle nous traite, c'est-à-dire en adversaire, et pas en affidé à qui on doit quelque chose, année après année, auprès de qui on va s'excuser, auprès de qui nos ministres vont déposer des fleurs auprès des martyrs du FLN. Ça, c'est vraiment plus possible. Et je crois que les Français n'en peuvent plus de voir ça. Quand on entend votre témoignage, effectivement, on comprend qu'il est peut-être temps pour l'État français de prendre conscience de l'ampleur du problème. On a un autre sujet qui nous intéresse, Sarah Knafon, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment ce débat sur le Mercosur. Hier, vous vous êtes rendu sur les blocages agricoles à Strasbourg. On a vu cette image très forte, on en parlait tout à l'heure, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous étiez aux côtés de la députée insoumise Manon Aubry. Alors on imagine bien que politiquement, vous avez toujours rien à voir, mais qu'en tout cas, il y a bien ce consensus assez inédit sur le dossier agricole. Qu'est-ce qu'ils sont venus vous dire, tous ces agriculteurs, aux parlementaires européens en général? Ouais, ça ferait un peu poinçon d'avril si je vous disais que j'avais des choses en commun avec Manon Aubry. On l'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais avec eux, je les ai reçus au Parlement européen dès qu'ils sont arrivés. Donc, ils sont venus me voir initialement, on a discuté. Ensuite, je suis allée déjeuner avec eux dès que les votes ont été finis au Parlement européen. Et peu après le déjeuner, Manon Aubry est arrivée.
Et donc à ce moment, les agriculteurs voulaient absolument nous voir toutes les deux ensemble, etc. Bon, je pense que c'est important aussi pour eux de réussir à montrer, vous savez, que la coordination rurale, en plus, est souvent accusée. Enfin, ils sont, si vous voulez, au syndicalisme agricole, un peu ce que le RN et Reconquête sont au monde politique, c'est-à-dire que les autres font une espèce de cordon sanitaire vis-à-vis d'eux, ils disent que c'est le syndicat d'extrême droite, etc. Enfin bon, ils sont ostracisés par les autres, et à mon avis à tort, parce que c'est le syndicat qui monte, qui est en train de parler le plus au cœur des agriculteurs du quotidien, quoi, ceux qui sont pas politisés. Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est quelque chose d'important pour eux de montrer aussi que tous les bords politiques viennent les soutenir. Et donc à ce moment, leur demande principale, c'était de pouvoir venir manifester devant le Parlement européen, manifestation qui avait été initialement autorisée, mais finalement, ils se sont aperçus que les gendarmes mobiles bloquaient leur passage, et donc soudain, ils se sont retrouvés parqués dans une rue, et pas du tout au regard ni de la population, alors que bon, une manifestation, ça sert quand même à ça. Certains avaient fait 10 heures de tracteur pour se déplacer, pour venir devant le Parlement européen, et soudain, ils se retrouvent confinés dans une rue où personne ne les voit, et où, pour les parlementaires, on a dû marcher, enfin, pour ceux qui sont venus les voir, on n'était pas nombreux, mais pour ceux qui sont quand même venus les voir alors qu'ils étaient loin, on devait marcher une demi-heure pour arriver jusqu'à eux. Ah oui. Donc, ils étaient vraiment loin du Parlement européen. Et donc, à ce moment, moi, ce que je leur propose, c'est de les aider à parler avec la préfecture et à réussir au moins à bouger ces tracteurs dans un endroit plus proche du Parlement et où plus de gens les verront. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Manon Aubry. Donc ça, c'est la partie poisson d'avril de tout ça. Mais plus sérieusement, ça fait quand même plaisir de voir que sur certains sujets, la France insoumise peut penser à autre chose que Gaza. C'est-à-dire à nos agriculteurs, donc à la France. Peut-être qu'elle est isolée dans son parti. D'ailleurs, je le remarque au message de ses collègues députés qui n'ont pas l'air contents qu'on ait obtenu ça pour les agriculteurs. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, je suis restée avec eux donc, jusqu'au début de soirée. Ils ont pu venir presque devant les portes du Parlement. C'était un très, très bon moment, vraiment très convivial. Ils ont fait un barbecue, on était tous ensemble, on discutait. Donc, après, voilà, je pense que vous connaissez, Maud et Marie, aussi ce milieu agricole. Et vous savez, la chaleur, La convivialité oui, c'est ça, qui la en sort, bien convivialité. sûr. Donc, dans la matinée, on a parlé des sujets très sérieux qui les occupent. Bien sûr, le Mercosur, bien sûr, la surtransposition, bien sûr, le fait qu'ils soient étouffés financièrement. Et puis, tout au long de la journée, c'est devenu plus convivial. On s'est assis, on a ri, on a beaucoup échangé. Et c'était une très, très, très belle journée hier. Et alors, c'est un dossier évidemment qui va continuer de remuer l'actualité pour les prochaines semaines. La France est quand même assez isolée sur le dossier. C'est une des rares à s'opposer massivement, puisqu'en l'occurrence, on l'a vu hier dans l'hémicycle français à l'Assemblée nationale, l'ensemble de la classe politique a rejeté le vote sur le Mercosur. Pour autant, est-ce qu'on a encore voix au chapitre? Est-ce que la France peut encore faire entendre sa voix sur ce dossier et engager un bras de fer avec la Commission européenne, ou bien c'est perdu d'avance? C'est une très bonne question. La France doit faire entendre sa voix. Elle le pourrait à certaines conditions. Mais si la question est est-ce que Emmanuel Macron peut faire entendre sa voix, alors là, la réponse est difficile. Oui. Il a perdu beaucoup de crédit auprès des autres dirigeants étrangers. Ça se sent au Parlement européen. Je l'ai senti quand j'étais aux États-Unis avec les équipes de Donald Trump qui se demandaient même s'ils voulaient avoir un contact à l'Élysée, qui connaissaient personne à l'Élysée et qui se demandaient même à quoi ça servait, tout simplement. Ah oui. Donc il a vraiment perdu beaucoup, beaucoup de crédit sur la scène internationale parce que les gens se disent qu'il n'est pas fiable. Il dit quelque chose, le lendemain c'est autre chose. Et alors, si on revient sur le Mercosur, d'abord rappelons que le Mercosur, c'est un traité qui est en négociation depuis 1999. Ça date. C'est un serpent de mer, ça fait des années que l'Union européenne, disons même plutôt l'Allemagne, veut négocier ce traité. Ça fait des années que la France dit non, mais au lieu de l'enterrer, à chaque fois, on le repousse. Donc, chaque président pousse la patate chaude à son successeur et ça revient inlassablement. Parce que Il y a 2 ans... Oui. Ouais, pardon. Non, je vous en prie. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron a dit « Le Mercosur, c'est fini. Il n'y aura pas ce traité. » Et là, 2 ans plus tard, il nous dit « Ah, il n'y aura pas le Mercosur en l'état. »
voyez la différence? Mmh. Quand on rajoute le en l'état, on se dit bon, ok, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et il va dire oui, j'ai obtenu 2, 3 changements de virgule, 3 changements de mots, et maintenant c'est bon, il y a le Mercosur. Regardez, je me suis battue pour vous. Voilà, on sent bien qu'à la fin, ce sera ça. Donc, est-ce que la France pourrait faire quelque chose? Oui. Est-ce que la France va faire quelque chose sous Macron? Très bonne question. Mmh. Notre rôle, c'est de tout faire pour que ce soit coûteux pour lui de ne rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien Et sûr. pour ça, il faut mobiliser l'opinion publique, il faut en parler. C'est bien qu'on en parle. C'est fantastique que des agriculteurs comme ceux d'hier bougent. Enfin, vous savez que pour eux, ça a un coût de venir devant le Parlement européen. Ils ont des fermes à faire tourner, ils ont des bêtes. Il y avait des éleveurs hier. Donc, c'est pas rien pour eux de mettre tout ça entre parenthèses pour faire 10 heures de tracteur et venir devant le Parlement européen. C'est coûteux, c'est difficile, parfois c'est même impossible. Donc, c'est très bien qu'ils le fassent. Et hier, d'ailleurs, l'un d'eux m'a dit quelque chose de vraiment touchant. Il m'a dit, moi, je fais pas ça pour moi. Je suis à la retraite dans 2 ans. J'ai déjà de quoi vivre ma retraite, mais je fais ça pour mes enfants. C'est eux qui vont reprendre mon exploitation après moi. Et il m'a dit, je fais ça aussi pour la France. Parce que je veux pas vivre dans un pays où demain, il n'y a plus aucun agriculteur et où demain, on a délégué toute notre production alimentaire au reste du monde en se disant que de toute façon, c'était plus nécessaire que ce soit fait sur le sol français. Non. Et quand on entend ça, on se dit que nous aussi, les élus, on a un devoir de porter ces sujets, d'en parler. Donc, merci beaucoup de m'interroger ce matin, d'en parler pour que personne ne puisse se dire on va négocier ce traité en catimini et de toute façon, personne ne sera au courant et ça arrivera soudain un beau matin comme le caillou dans la chaussure des agriculteurs qui, soudain apprendront ça parce que les politiques ne se seraient pas mobilisés avant. Oui. Donc voilà, nous, c'est notre rôle ici. Moi, je le vois comme ça et il faut qu'on en parle au maximum pour les empêcher de faire ça en secret. Peut-être en quelques mots pour le mot de la fin, vous avez parlé de l'Allemagne comme les grands gagnants, parce qu'on l'a compris, nous, les agriculteurs français, on est sont les grands perdants, mais l'Allemagne est peut-être le grand gagnant derrière, pour son industrie en tout cas. Est-ce que, on sait que la Commission européenne a la compétence exclusive aujourd'hui pour négocier des accords commerciaux avec des pays tiers. Est-ce qu'on pourrait envisager, nous, Français, de se soustraire de cet accord en l'occurrence? Alors, sur cet accord, s'il est voté, s'il est adopté dans son ensemble, on peut avoir un droit de veto. Donc oui, la réponse est oui. La France peut décider de ne pas l'accepter. Ensuite, pourquoi est-ce que je disais que l'Allemagne serait le grand gagnant? Parce que quand vous voyez les termes qu'ils entendent mettre dans cet accord, vous avez le fait d'abaisser les droits de douane pour exporter de l'automobile et de baisser les droits de douane en échange pour importer de la production agricole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Allemands vont exporter leurs voitures, l'industrie automobile allemande va être gagnante, va pouvoir envoyer ses voitures en Argentine, au Brésil et au Paraguay, et en échange, nous, on va baisser nos droits de douane, ce qui va tuer la compétitivité de nos agriculteurs pour pouvoir importer la production agricole des pays du Mercosur. Mmh. Ce qui signifie qu'en fait, nos agriculteurs, qui ont les normes les plus contraignantes du monde entier, vont devoir produire avec des normes françaises, mais vendre avec un prix mondial. Et là, vous voyez ce que signifie la concurrence déloyale. Quand vous êtes mis soudain en concurrence avec un Argentin, parce qu'on a abaissé les droits de douane, ça signifie que son prix va être encore plus bas que ce qu'il n'est, parce qu'ils ont moins de charges, vu qu'ils ont moins de normes. Donc, soudain, vous allez mettre en concurrence le bœuf français avec le bœuf argentin. Et malheureusement, quand le produit est moins cher, pour peu qu'il ne soit pas d'une qualité vraiment inférieure, vous tuez votre agriculture locale. On comprend Donc, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et mot de la fin, juste une petite anecdote, c'était sur le même sujet, un accord de libre-échange qui, pour la même raison, favorisait l'industrie allemande et pénalisait l'agriculture française. Et vous avez Nicolas Sarkozy qui disait il ne faut pas adopter ça. Donc, à l'époque où la France sentait qu'elle avait voix au chapitre. Et José Manuel Barroso lui avait répondu mais tu ne vas quand même pas sacrifier l'industrie allemande pour quelques poulets. Ah. Voilà. Oui, on comprend bien vous sentez leur effectivement philosophie. Moi, je suis à des années-lumière de ça.
Merci Sarah Knafo pour toutes ces explications en tout cas et bon courage pour les travaux qui vous attendent aujourd'hui et toute cette semaine à Strasbourg en tout cas sur les différents dossiers entre Boualem Sansal et le Mercosur et à très bientôt sur Ligne Droite pour en parler. À bientôt.